Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter chez Finance Lab nos méthodes pour construire des Long-Term Capital Market Assumptions pour différentes classes d'actifs en dollars, en francs suisses, en euros et en sterling. Nous utilisons notre savoir-faire, nos connaissances au travers de nombreuses lectures de papiers académiques sur les 20 dernières années qui nous ont permis de construire cette approche systématique qui vise à proposer des portefeuilles optimaux à long terme, qu'on appelle des portefeuilles stratégiques. Nous construisons tout ceci, je dirais, en 4 temps. Dans une première étape, il est très important de construire une base de données pour tous les univers d'investissement en dollars, en sterling, en euros, en francs suisses. Construire une base de données qui est fiable, la plus longue possible en termes d'historique. Donc ici, nous avons entre 40 et 60 ans d'historique de données, de prix, de rendement de toutes les classes d'actifs. Une fois que nous avons construit cette base de données, il est très important de déterminer les facteurs qui ont des inférences sur ces classes d'actifs à long terme. On va les passer en revue. On va essayer de voir comment on peut modifier la relation entre ces facteurs et les performances des classes d'actifs si on a une conviction forte sur certains pays, par exemple. Et ensuite, nous allons utiliser les méthodes de bootstrapping, de resampling, pour justement passer d'un univers connu, base de données historiques, qui peuvent faire l'objet de modifications si on a des vues spécifiques au travers des facteurs, comme on va l'expliquer, et ensuite projeter ces matrices de rendement dans un univers bootstrap. Et on va bien entendu utiliser tous ces résultats pour construire de vrais portefeuilles stratégiques, puisque nous serons en capacité de projeter des matrices de rendement, des matrices de volatilité et des matrices de corrélation. Une fois que ce travail est fait, ça nous permet d'obtenir ce type de résultat. Donc ici, vous avez un tableau sur la gauche où vous avez toutes les classes d'actifs univers en dollars. Vous avez les expected returns qui sont annualisés, projetés sur un univers 10 ans et plus, la matrice de volatilité et le Sharpe ratio. Et ici, vous avez sur la droite le graphique rendement espéré, volatilité espérée à 10 ans et plus. Vous voyez chacun des éléments, les actions du Danemark, les actions suisses, le S&P 500. Et bien entendu, si on est en mesure d'effectuer ce travail pour chacun des éléments des classes actifs, on peut construire des portefeuilles income, des portefeuilles balancés et des portefeuilles croissance, growth. Et ici, on a ce que l'on appelle une frontière d'efficience et on peut projeter effectivement ces frontières d'efficience à 10 ans et plus. Pour ce faire, nous devons être en mesure de projeter aussi, pas uniquement les rendements, mais aussi les matrices de volatilité et de corrélation. C'est assez important puisque dans la pratique, des fois, on voit des analystes qui projettent des rendements, qui ont des vues très fortes sur les rendements, mais qui ne projettent que les rendements. Et ensuite, ils sont bloqués puisqu'ils sont obligés de prendre des volatilités et des matrices de corrélation historique. Or, ceci ne fonctionne pas. On ne peut pas projeter des rendements sur les classes d'actifs à 10 ans et plus et venir les associer à des matrices de corrélation et de volatilité historique. C'est une erreur qui est souvent relevée et qu'il faut éviter. Une fois qu'on a suggéré ces portefeuilles stratégiques à long terme, 10 ans et plus, on est donc en mesure de construire ce type de grille où on a ici des portefeuilles stratégiques income, balancés, croissance, sans contraintes. Et ici, sur la droite, vous avez la même table avec des contraintes, un certain nombre de contraintes où on veut détenir, par exemple, pour un portefeuille balancé, pas moins de 50% d'actions, on veut au moins 30% de fixed income, etc. Quand on regarde un petit peu ces deux matrices de résultats, c'est intéressant de voir qu'elles sont finalement assez proches, avec et sans contrainte. Il est intéressant de relever que l'on plébiscite dans les deux cas les actions américaines pour un univers en dollars, mais pas seulement, il est intéressant de voir qu'on plébiscite aussi les actions brésiliennes, les actions suisses, les actions danoises pour un portefeuille balancé. C'est assez intéressant, c'est des éléments qu'on n'a pas toujours à l'esprit. On va voir pourquoi et quels facteurs à long terme permettent de justifier ces résultats.
Et ici, bien entendu, on a des obligations gouvernementales qui sont plébiscitées pour des portefeuilles balancés, mais pas seulement. On a aussi les obligations high yield et la dette émergente. Et bien entendu, pour finir, les hedge funds et private equity immobiliers sont présents dans ces grilles de strategic asset allocation. Ici, c'est intéressant de montrer qu'une fois qu'on en a construit ces portefeuilles stratégiques que l'on rebalance une fois par année, qui sont statiques, il est très intéressant de les intégrer dans une grille et de les comparer aux portefeuilles tactiques des CIO qui ont pour vocation à faire bouger les portefeuilles, les réallouer tous les mois. Le CIO a des convictions très fortes pour l'année en cours. Il veut jouer des thématiques, il veut jouer une rotation sectorielle, il veut jouer une rotation des classes actifs. Il a une vision à court terme. Il est toujours très intéressant de comparer la vue d'un comité d'investissement avec ses portefeuilles stratégiques pour des portefeuilles income, balancés et growth. Et ça permet d'utiliser ces portefeuilles stratégiques pour investir ou à titre de benchmark au sein des comités d'investissement. Les facteurs que l'on utilise à long terme sont des facteurs de démographie, d'innovation technologique, de démocratie, de stabilité politique, de politique fiscale et monétaire. On s'appuie sur des papiers académiques, sur des résultats qui sont très connus. On peut citer par exemple Damodaran, qui a effectué un gros travail sur les facteurs inférents à long terme des classes actifs. Ici, ce tableau est très intéressant puisqu'il recense pour tous les indices MSCI Equities en monnaie locale de ces pays. On voit ici les rankings de certains facteurs qui sont très importants. Le premier ici, c'est l'indice de développement humain. L'indice de développement humain qui intègre l'éducation, la formation, le développement d'une personne dans un pays, son sentiment de bien-être, l'accès à l'éducation, la formation. C'est un indicateur qui est très important et qui est publié une fois par année. Nous avons aussi l'innovation, l'index d'innovation globale, l'index de corruption, l'index de paix globale dans un pays. Vous avez aussi l'indice de stabilité économique, d'incertitude économique, et vous avez les ratings des agences, Standard & Poor's par exemple. Ce que l'on note ici, c'est que les pays les mieux positionnés en règle générale sont la Suisse, le Japon, les États-Unis. C'est très intéressant de voir qu'on a une relation entre le positionnement, le ranking de ces facteurs avec les notations des agences de rating. Il y a quand même une relation de cause à effet qui est très notable et que l'on retrouve dans les performances des rendements dans les classes actifs déjà historiquement. Donc c'est assez intéressant de voir que les investisseurs à long terme préfèrent investir dans des pays à forte stabilité économique, à faible corruption, à forte innovation et à fort développement humain. Ici, vous avez un tableau de stress test, vous avez le MSCI World, et vous avez les pays ici, et ici, vous avez les grandes crises. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le maximum drawdown enregistré pour chacun des pays, qui est classé par ordre donc croissant, le plus petit drawdown au plus grand drawdown. Ici, on voit que le pays qui a eu le plus grand drawdown sur toute la période était la Grèce, l'Indonésie, la Thaïlande, et les pays qui avaient le moins de drawdown pendant ces périodes de stress test sont la Suisse et les États-Unis. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ces mêmes pays ont des classements par rapport à nos facteurs que nous venons d'évoquer auparavant, qui sont plutôt bons. Donc on a une relation de cause à effet entre ces facteurs à long terme et les résultats qu'on observe dans les stress tests. Ceci est intéressant et nous conforte dans l'idée que ces portefeuilles stratégiques sont de bons benchmarks. Les méthodes que l'on utilise ensuite, une fois qu'on a dépassé cet espace, cette étape de facteurs, c'est tout simplement la capacité de passer d'un univers connu à un univers bootstrap. Donc on utilise les méthodes de bootstrapping qui sont recensées dans la littérature académique. Nous les avons toutes testées ici. Nous avons effectué ce travail sur la base des travaux notamment de Scherer en 2002 et nous avons utilisé les méthodes de bootstrapping stationnaire circulaire moving block. Nous avons établi ensuite des simulations avec des échantillons relativement importants pour augmenter, je dirais, la significativité des résultats. Nous effectuons ce travail pour tous les univers, pas uniquement en dollars. Nous l'effectuons ici pour un univers en euros. Donc vous avez ici la matrice des rendements espérés pour les 10 prochaines années et plus et de volatilité pour la zone euro.
Donc vous voyez un petit peu les classements de chaque pays, les actions américaines, les actions suisses, les actions européennes, les actions finlandaises qui sont bien positionnées, les actions néerlandaises, le private equity. Nous effectuons aussi ce travail pour un univers en francs suisses. Donc ici, vous retrouvez des éléments comme bien entendu les actions suisses, l'immobilier, le Nasdaq. Et ici, ça nous permet d'avoir un petit peu en un clin d'œil quels sont à long terme les éléments les mieux positionnés par rapport à une frontière d'efficience et nous permettent de construire de manière systématique des vrais portefeuilles stratégiques aussi en francs suisses. Et nous pouvons faire aussi ce travail, vous l'avez ici sous les yeux, pour un univers en sterling. Cette méthode systématique nous permet d'effectuer ces travaux pour tous les univers. Il suffit de définir quel univers nous intéresse. Ça peut être en sterling, en euros, en dollars. On peut même imaginer en yens et projeter ces résultats pour 10 ans et plus et construire des portefeuilles stratégiques. Pour construire des portefeuilles à une année et les rebalancer, des portefeuilles statiques, ou tout simplement pour avoir des portefeuilles benchmark, à titre de benchmark dans le cadre des comités d'investissement, et les comparer aux portefeuilles stratégiques. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui chez Finance Lab, nos possibilités de développer des produits stratégiques à long terme pour différents types d'univers d'investissement. Voilà. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions et je vous remercie pour votre attention.